assassinat dans un village. Les autres, ils ont brûlé. Et la garde à vue continue. Voilà les questions auxquelles devra répondre l'IGF. Talk about a bad week. Pas de mobile, pas de suspect, aucune piste officielle. Au sommaire de cette édition, notre enquête à Castellar, à un mot sur les hauteurs de Nice. Qui a tué Pierre Lesquira, le berger du village? Au banc des accusés, Alain Vérando et son neveu Jérôme. Juste vous dire que je suis innocent, je le sais. La famille du berger attend que le coupable soit condamné. Nous, ce qu'on attend, c'est la reconnaissance de la justice pour pouvoir faire un deuil, enfin, quoi. Reconnaître que ce qu'on me dit depuis des années, c'est la réalité. Après 8 jours de procès, les jurés ont rendu leur verdict. Les deux hommes sont acquittés. Ils ont affronté le deuil et ils ont affronté aujourd'hui un verdict qui leur dit « Pierre, il est mort, assassiné par l'incompétence judiciaire ». Si les Vérando sont innocents, qui a tué le berger? 17 ans après le meurtre, le mystère reste entier. Le reportage de la semaine dans la banlieue parisienne. Un couple a dénoncé les dealers qui terrorisent la cité. Je commençais à en avoir marre, hein, ça faisait du bruit, tout le monde en avait marre de toute façon. Leur vie s'est transformée en cauchemar. Ils ont tout perdu, leur travail et leur logement. Je suis au chômage là, depuis 2 années, quoi. On n'a plus rien. On n'a plus rien. Et c'est la mort ici. C'est la mort à petit feu. Le portrait de la semaine, Maud Tellier et Olivier Benoît. Ils se sont accusés d'un meurtre et pourtant, ils sont libres. Il a essayé de me violer, mais j'avais une manche de hache et je l'ai tapé avec la manche de hache. Le cadavre de la victime n'a jamais été retrouvé. J'ai fait un bûcher, quoi. J'ai fait un bûcher avec 5 stères de bois et voilà. Jugé l'an prochain, il risque la prison à perpétuité. Histoire de star, Sophie Toscan du Plantier. 12 ans après la mort de la productrice en Irlande, l'affaire est relancée. C'est un nouvel espoir, mais c'est quelque chose qui aurait dû être fait tout de suite après la mort de Sophie. La police française va enfin pouvoir enquêter sur place. Elle devrait entendre le suspect numéro 1, Ian Bailey, un voisin soupçonné d'avoir commis le crime. Il a pris un bloc de ciment et il lui a écrasé la figure avec ça. Mais d'abord, notre enquête à Castellar, sur le meurtre du berger du village. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, mercredi 12 novembre. Ouverture médiatique du 3e procès des assassins présumés du berger de Castellar, Pierre Lesquira, tué à coups de carabine le 17 août 1991. Sur le banc des accusés, 2 présumés innocents, Alain et Jérôme Vérando, l'oncle et le neveu. Les 2 hommes ont déjà été jugés séparément et acquittés. Fait rarissime pour un crime, les accusés comparaissent libres. Ils arrivent à pied à la cour d'appel, suivis de près par la famille de la victime. Pour la première fois, on a enfin, après 2 acquittements, un procès où l'oncle et le neveu sont ensemble. C'est-à-dire que l'oncle ne pourra pas être acquitté au bénéfice du neveu et le neveu ne pourra pas être acquitté au bénéfice de l'oncle. Ce qui fait aujourd'hui toute la différence. Si c'est pas l'un, c'est l'autre? C'est peut-être les deux aussi. Les faits remontent au 17 août 1991. Ce jour-là, le berger de Castellar quitte le village sur sa moto pour rejoindre son troupeau dans la montagne. Il est 6 h du matin. Quelques minutes plus tard, Pierre Lesquira, 33 ans, est abattu de 2 coups de chevrotine. 17 ans plus tard, son père revient sur les lieux avec l'un de ses avocats. Les tireurs étaient embusqués juste là derrière les buissons. Au moment où il est passé, ils ont fait un doublé de fusil, de cartouches dans le dos. La moto est venue, donc le choc il a dû à peu près avoir lieu il y a 2-3 mètres de là. La moto, dans son élan, est venue se coucher juste ici. La moto était en travers, comme ça.
Et Pierre couché avec la jambe prise sous la moto, la jambe gauche et la tête de ce côté. Et bon, une mare de sang qui coulait de sa tête, qui filait sur le béton. Voilà. Pierre Leschiera est achevé d'une balle dans la tête. Le coup de grâce. L'arme du crime ne sera jamais retrouvée. D'après les cartouches ramassées sur les lieux, il s'agit d'un vieux modèle de fusil de chasse. Tout de suite, Francis Leschiera accuse les Vérando, une famille de chasseurs qui avait menacé son fils. De plus, le lieu du crime offre 2 chemins de fuite possibles. L'un mène à la villa des Vérando, le deuxième à leur entrepôt de maçonnerie. Depuis qu'il est devenu berger, Pierre Leschiera se heurte sans cesse aux Vérando. Et le conflit dure depuis des années. C'est 3 frères qui avaient une entreprise de maçonnerie, voilà. Et accessoirement, il y en a un qui était conseiller municipal à une époque, président de la société de chasse, voilà. Les Vérando, ce qu'on peut dire sans se tromper, c'est que ce sont des chasseurs. Père, oncle, fils, chaque fois qu'on a entendu un Vérando, on a entendu parler de chasse de la même manière. Ils ne disent pas qu'ils sont 3 frères, ils disent qu'ils sont 3 fusils. Ça veut tout dire. Les 3 fusils, Alain Vérando, Jérôme, son neveu, et Paul, le père de Jérôme. Les Vérando sont des chasseurs, et la montagne est leur domaine. Très impliqués dans la vie du village, ils ont aussi leurs entrées à la mairie. Parce qu'on était quand même d'abord Castelroy. Et on a toujours fait pour le village. Ma sœur, maintenant, elle s'occupe de l'église, parce qu'on est Castelroy et il n'y a personne d'autre. Hein? Alors elle s'occupait de l'église, moi je m'occupais des fêtes, mon frère s'occupait de la société de chasse. On a beaucoup donné dans les associations et on s'est mis un peu de partout. Mais c'était pour le bien du village, hein? C'était pas pour intérêt. Hein? Parce que chacun au village a eu besoin de nous, on a toujours été présents. Ils sont chez eux, ils sont dans leur village, ils sont dans leur terre et finalement rien ne peut leur arriver. Jusqu'à ce que Pierre Leschiera, lui, arrive avec d'autres idées, ne soit pas d'accord et ne soit pas soumis. Depuis la mort de son fils, Francis Leschiera monte tous les jours à la bergerie nourrir les dernières brebis. Elle est située juste au-dessus des 2 maisons de la famille Vérando. Pour s'y rendre, il faut passer devant chez eux. Il y a tous ceux qui ont chassé ce matin avec Paul, enfin tout le monde, une partie. D'abord, il faut passer devant la maison de Paul. Ensuite, devant celle d'Alain Vérando. Et voilà aujourd'hui tout ce qui reste de la bergerie de Pierre Leschiera. Je viens tous les jours, quelquefois je pourrais même des fois sauter un jour, parce que bon, quand il fait beau, ils ont de l'herbe dehors et tout. Mais par contre, je fais voir que je suis chez moi, que je viens chez moi, quoi qu'il en coûte. Sorti du lycée agricole d'Antibes, Pierre Leschiera avait réussi son pari, devenir le berger de Castellar. Ce grand gaillard d'1,90 m avait rénové tous les abreuvoirs disséminés dans la montagne pour que son troupeau de 600 brebis puisse y rester toute l'année, aux grandes dames des chasseurs. Ils voyaient Pierre mobiliser la montagne et chaque fois il y avait des altercations, il lâchait les chiens vers le troupeau et c'était en permanence des ennuis qui nous causaient, des sabotages. Le matin, Pierre parlait pour prendre la moto, il avait les 2 pneus crevés de la moto. Une autre fois, ils y avaient arraché les fils de bougie, ils y avaient arraché le tuyau d'essence. Une autre fois, c'était le Toyota, les pneus crevés. Et tout comme ça, là venant. Tant de haine, c'est pas tellement, il n'y a pas tellement de haine. C'est que le problème de l'affaire Leschiera, c'est que c'était quand même un homme qui est un peu spécial. Parce qu'à l'heure actuelle, il y a 15 ans qu'il y a le même berger, il n'y a pas une seule histoire, ni avec les Vérando, ni avec les promeneurs, ni avec les chasseurs. Il n'y a pas. Alors, bon, et avec lui, il ne passait pas un mois qu'il n'y avait pas une histoire. Pierre Leschiera ne craignait pas les conflits. Il était ambitieux et rêvait d'un grand troupeau. Il voulait aussi jouer un rôle dans le village. On a d'un côté des chasseurs,
qui ont, on l'a vu, des pratiques et un langage pour le moins rustique. Et puis Pierre Lesquira, lui, arrive, il a fait des études, il a des idées, il veut évoluer, progresser, changer les choses. Et là, ça ne va pas du tout plaire au clan Vérando. Bah oui, il ne se laissait pas faire, lui. Hein. Donc, dans la mesure où il leur tenait tête en étant tout seul, c'est sûr que ça les irritait encore plus. À Castellar, c'est la guerre entre le berger et les Vérando. Tous les prétextes sont bons. À commencer par cette route qui mène à la bergerie et qui appartient en partie aux Vérando. Vous savez, c'est mon père qui a donné l'autorisation. Il dit, ben, voilà, il est jeune, il peut passer. Nous, on ne voulait pas. Ils ne voulaient pas qu'on passe alors qu'on avait le droit de passer. Et jusqu'au moment où ils nous ont coupé la piste, qu'on n'a plus pu. Bon, il y a eu une action en justice qui a été faite. Ils ont été reconnus, disons, à tort. Bon, on a eu des indemnités. C'est ce qui les a mis en colère certainement. Mais c'est eux qui l'avaient voulu, qui l'avaient provoqué. Ce n'était pas nous. Le 14 août, 3 jours avant l'assassinat, une violente altercation a lieu. Paul Vérando, le frère d'Alain et le père de Jérôme, se met en plein milieu de la route pour bloquer une pelleteuse qui monte à la bergerie faire des travaux. Le berger ne se démonte pas, calmement, il vient vers Paul et du haut de son 1,90 m, le soulève du sol et le pose sur le bas-côté. Paul Vérando est blessé dans son orgueil, comme son fils Jérôme, alors âgé de 16 ans. Et Jérôme, il le prend de mal. Je comprends qu'il a été vexé de la manière que son père est traité, parce que ce sont des gens qui assurent une suprématie, qui veulent en imposer à tout le monde. Et vous avouerez que de voir son père à 50 cm du sol comme ça et puis être déplacé, pour lui, ça l'a choqué. Et il lui dit, si c'est pas mon père, c'est moi qui te tirerai une balle dans la tête, 3 jours avant. Le 17 août, quand Pierre Lesquira est achevé d'une balle en pleine tête, les gendarmes vont tout de suite chez les Vérando. 3 ont de la poudre sur les mains. D'abord Paul et son fils Jérôme Vérando. Paul affirme qu'il a tiré la veille au soir lors d'une fête organisée chez lui. Jérôme n'a pas d'explication. La chasse est fermée depuis des mois, mais de toute façon, à l'heure du crime, père et fils étaient dans leur lit, leurs compagnes respectives sont formelles. 2 autres personnes, des amis des Vérando, ont également de la poudre sur les mains, mais ils ont un alibi. Alain Vérando, lui, a de la poudre, mais pas d'alibi. Le 17 au matin, sa compagne s'est réveillée tard. Après lui, elle ne sait pas à quelle heure il s'est levé. Quand j'ai mis le café, je l'aurais réveillé. Non, je l'ai laissé dormir parce que j'ai rien à me reprocher. Point aller, puis je suis parti travailler. Enfin, moi, pour moi, c'est une logique. Non, pour ça, je suis tranquille. Enfin, ma conscience, elle est tranquille. Maintenant, bon, les jurés penseront peut-être autrement. Mais pour moi, je suis tranquille, c'est tout. Mais à l'époque, Alain Vérando multiplie les versions. Il dit avoir pris le café avec sa mère, elle ne s'en souvient pas. Il dit avoir croisé des gens dans le village, il ne confirme pas. En revanche, il a été vu vers 7 h du matin à l'entrée du village, l'air épuisé, les mains posées sur le capot de sa voiture. Alain Vérando n'a pas d'alibi et pas d'explication crédible concernant la poudre sur ses mains. Il est mis en examen et incarcéré par le parquet de Nice. S'ensuit alors un incroyable imbroglio judiciaire. Après 1 an de prison, Alain Vérando se souvient avoir utilisé un spit, un pistolet à clous de maçon, le jour du crime. Selon un rapport d'expert, cela pourrait expliquer la poudre. Il reste accusé, mais il est remis en liberté par la juge d'instruction, Patricia Lanfranchi, qui en reste là. Pendant des années, plus personne ne s'occupe du dossier. Alain vit tranquillement au village, où il croise régulièrement Francis Lesquira. J'ai un caractère, j'ai la chance de pouvoir me maîtriser, déjà, et je l'ai prouvé. Bon. Mais je ne cache pas que chaque fois que je les rencontre, je sens l'adrénaline qui monte. Au bout de 7 ans, un nouveau procureur de la République arrive à Nice. Il reprend le dossier, relit les expertises et s'aperçoit qu'elles ne mettent absolument pas Alain Vérando hors de cause. Il le renvoie aux assises. Il y a eu au départ quand même une lacune du côté de l'enquête. La justice qui a laissé dormir le dossier, je veux être gentille, et
il a fallu de l'obstination, il a fallu se battre, il a fallu qu'on soit vraiment persuadé de la culpabilité pour insister autant de temps. Alain Vérando est jugé en 2002 à Nice. Il est acquitté. La poudre, la seule preuve matérielle sur laquelle reposait l'accusation, est remise en cause par de nouvelles expertises. On aura un expert qui va nous dire « oui, il y a des traces de poudre, ça peut être des traces liées à des tirs, c'est compatible avec les tirs, c'est compatible avec ce qui a été retrouvé près de Pierre Lesquiérat, mais il n'y a surtout pas de certitude. » Autre raison de l'acquittement d'Alain Vérando, l'apparition d'un deuxième coupable possible, son neveu Jérôme. Son alibi s'est effondré à la barre. Sa compagne de l'époque n'est plus très sûre qu'il dormait à ses côtés à l'heure du crime. Une aubaine pour les avocats d'Alain Vérando. Maître Lombard lance l'accusation sur cette piste qui pourrait mettre Alain Vérando hors de cause. Il a fallu, ironie du sort, que ce soit Lombard au moment des assises de l'oncle qui disent, et Baudou qui disent oui mais attention, vous voulez envoyer mon client pour 20 ans en prison parce que l'avocat général demandait 20 ans. Il dit mais il y a le neveu, il a plus de poudre que mon oncle. Après l'acquittement d'Alain Vérando, le parquet fait appel. Il veut un autre procès. Jérôme Vérando est mis en examen et renvoyé aux assises en 2007. Mais il est, lui aussi, acquitté. Le doute a été semé, quoi. Je veux dire, l'acquittement de l'un s'est fait sur l'accusation de l'autre. Et puis l'autre, il y avait toujours ce premier en suspens qui attendait de nouveau un jugement. Donc c'est aussi pour ça qu'on est arrivé à 2 acquittements. Le parquet, là aussi, fait appel. Cette fois, l'oncle et le neveu seront rejugés ensemble. L'accusation espère que cette confrontation les amènera à se déchirer et à s'accuser mutuellement. À l'image de Paul, le père de Jérôme, qui veut protéger son fils et qui commence à parler. Quand Jérôme a été poursuivi par la justice et puis renvoyé devant les assises pour assassinat, là, il s'est passé quelque chose de nouveau. C'est-à-dire que Paul, le père de Jérôme, pour la première fois, a dit à une caméra, à une journaliste, « Pour moi, mon frère, il est dedans. » Oui, il m'a attaqué. Bon, plusieurs fois, non, il a dit ça. Oui, lui, il est dans le coup, parce que bon, il est stressé peut-être de son fils, de la peur. Mais honnêtement, je ne pense pas que c'est vraiment une pensée réfléchie. C'est une parole que, bon, il a jetée, comme le petit l'a dit. Toi, je te mettrai 2 balles, en fait, j'en sais rien. Bon, c'est la même expression, mais c'est pas réfléchi. Aix-en-Provence, nous sommes à la veille du procès. Que vont faire les 2 suspects? S'accuser l'un l'autre ou au contraire rester solidaires? En coulisses, les avocats discutent. On va se serrer les coudes tous les deux. Enfin, moi, pour mon principe. Hein. Bon, lui, bon, peut-être que je ne sais pas ce qu'il va raconter ou quoi. C'est que, bon, lui, il est un peu fantaisiste, c'est son problème. Parce qu'il va vous dire n'importe quoi. Enfin, moi, de toute manière, je n'en tiendrai pas compte parce que je sais. Pour moi, c'est comme ça, c'est qu'il est innocent. Et puis, je ne vais pas tirer dans les pattes. Je ne vais pas tirer dans les pattes d'un gamin à 16 ans. Il avait autre chose à penser qu'aller faire ça. Hein. Je vous dis, il a plutôt des gonzesses hein, à aller voir. Hein. Non, non, non. Ça, c'est... Mais ça, j'espère qu'on va se tenir les coudes au coude. Hein. Les parents du berger savent que sans aveu, la vérité aura du mal à jaillir. Depuis 17 ans, Castellar évite de parler de la mort de leur fils. À chaque fois, les enquêteurs se sont heurtés à des portes closes. La plupart des gens se sont tus. Du moment qu'ils n'étaient pas concernés directement, ils préféraient se taire. Donc je pense que ça n'a pas aidé l'enquête, ça c'est certain, oui. Ah oui, c'est forcé, oui, il y a forcément des gens qui savent, ça c'est sûr. Face à ce mur du silence, Francis, le père du berger, a été tenté un instant de faire justice lui-même. Mais il y a renoncé. C'est vrai que j'y ai pensé. Mais dans les secondes qui ont suivi, tout a changé, tout a été bouleversé dans ce que j'avais pensé au début. J'ai pensé à ma fille, j'ai pensé à ma femme, j'ai pensé à ma petite fille. Et je ne voulais pas les déshonorer parce que si je les avais liquidés, j'étais comme eux, je ne valais pas plus qu'eux. Depuis 17 ans, les Lesquiérat attendent que la justice désigne les assassins de leur fils. Ils sont persuadés que les tueurs sont plusieurs et que c'est le crime d'un clan. Et la seule chose dont nous ne sommes pas sûrs, c'est la distribution des rôles. Mais pour quant au complot monté
Et ça provient de ce groupe. Voilà, il n'y a que les rôles qu'on ne peut pas attribuer. Laure, la fille du berger, avait 6 ans quand son père a été assassiné. Aujourd'hui, elle espère que le verdict lui permettra d'aller de l'avant. Elle n'a aucun sentiment de vengeance, elle a besoin de justice. On n'est pas là pour qu'ils soient condamnés à perpétuité. Moi, je m'en fiche de ça. On a appris à vivre en les croisant au quotidien depuis 17 ans. On n'est pas là pour ça. Nous, ce qu'on attend, c'est la reconnaissance de la justice pour pouvoir faire un deuil, enfin, quoi. Vous n'y arrivez pas à faire ce deuil? Mais je pense que tant qu'il n'y a pas cette reconnaissance, justement, le deuil n'est pas possible. Reconnaître que ce qu'on me dit depuis des années, c'est la réalité. Est-ce que le fait qu'on ne le reconnaisse pas, c'est quelque chose qui vous empêche Mais pour pouvoir avancer, il est mort. Pour pouvoir tourner la page, il faut qu'il y ait ça. C'est vraiment nécessaire. Pour nous et pour lui. Quand le verdict sera prononcé, si j'entends cette phrase que nous attendons depuis 17 ans, le jury a déclaré coupable tel ou tel, je vais fermer mes oreilles. Les années qu'ils peuvent endurer comme pénitence ne m'intéressent pas du tout. Que ce soit 1 mois, 15 jours, 10 ans, 5 ans, mais que ce soit désigné. Et si le verdict était encore une fois un verdict d'acquittement? Je ne peux pas imaginer que nos dernières années se terminent. Alors, comment vous dire, y aura-t-il alors une justice divine? Mais enfin, moi, je voudrais une justice sur cette terre. Hein. Retour à Aix-en-Provence. Après 8 jours de procès, c'est l'heure du verdict. La veille, l'avocat général a demandé l'acquittement pour Jérôme Vérando, dont l'alibi a de nouveau été maintenu par son ex-compagne. En revanche, il a requis 20 ans contre l'oncle, Alain Vérando. Ce matin, les avocats d'Alain Vérando ont plaidé. Maître Lombard a été le dernier à parler. Cette fois, il n'a pas pu rejeter l'accusation sur Jérôme. Excusez-moi, Maître Lombard, je peux vous demander dans quel état d'esprit vous êtes à la sortie de votre plaidoirie? Je suis dans un état d'esprit où l'espoir a toute sa place. Maître Baudot et moi, nous considérons que dans cette affaire, après nos interventions, d'ailleurs et même avant, aucune charge ne serait retenue contre Vérando et qu'un seul verdict est envisageable, un acquittement. Les deux familles attendent maintenant le délibéré, la peur au ventre. C'est l'heure du déjeuner, mais les proches d'Alain ont l'estomac noué. Le père de Jérôme, Paul Vérando, semble plus confiant. De leur côté, les Lesquiera ont surtout faim de justice. Nous sommes à quelques heures du verdict. Quel est votre état d'esprit? Bien, nous sommes fatigués, nous sommes épuisés, mais nous avons plein d'espoir. Il est 15 h. Après seulement 2 heures de délibéré, le verdict va être rendu. La mère du berger attend ce moment depuis 17 ans. Le verdict est annoncé en moins d'1 minute. Alain et Jérôme Vérando sont acquittés. Jérôme Vérando, est-ce qu'on peut vous demander dans quel état d'esprit vous êtes? Dans un esprit décomposé, de fatigue. Je veux juste vous dire que je suis innocent, je le sais. J'en ai juste appris ce qu'ils ont voulu faire croire le contraire. C'est tout. Je viens d'autre à rajouter. Les Vérando ont eu très peur, ils sont soulagés. Quelques minutes après le verdict, oncle et neveu reviennent dans la cour d'assises pour prendre leurs affaires. Ils ne se sont pas parlé depuis 6 ans, depuis que les avocats d'Alain ont mis Jérôme en cause. Vous avez eu très peur? De la justice, oui. Ou pas de ma conscience. Comment vous allez vivre de nouveau ensemble au village? Comme on l'a toujours fait jusqu'à maintenant. On s'est toujours courtoyé. Bonjour, bonsoir, c'est tout.
Non, je veux dire, avec la famille, vous voulez dire. Avec la famille ou... Entre familles, entre le fameux clan Vérando, est-ce qu'il va se reconstituer? Il n'y a jamais eu de clan. À mon sens, moi, j'ai mis deux clans. Mais à votre avis, alors, qui a tué le berger? Je le savais. Je le savais. Assommés par le verdict, les Leschiera, eux, se sont réfugiés à l'hôtel. Ils laissent la parole à leur avocat. Ils ont une telle masse de désespoir qu'ils n'ont pas envie de parler. Ils ont affronté autre chose que la presse, vous savez. Ils ont affronté la mort, ils ont affronté le deuil, et ils ont affronté aujourd'hui un verdict qui leur dit « Pierre, il est mort, assassiné par l'incompétence judiciaire ». Les Leschiera sont retournés à Castellar. Les Vérando aussi. Le fantôme de Pierre Leschiera, le berger de Castellar, n'a pas fini de hanter le village. Tout de suite, le portrait de la semaine, Maude Tellier et Olivier Benoît. Ils se sont accusés d'un meurtre et pourtant ils sont libres. Il a essayé de me violer, mais j'avais une manche de hache et je l'ai tapé avec la manche de hache. Jugé l'an prochain, il risque la prison à perpétuité. Histoire de star, Sophie Toscan du Plantier. 12 ans après la mort de la productrice en Irlande, l'affaire est relancée. C'est un nouvel espoir, mais c'est quelque chose qui aurait dû être fait tout de suite après la mort de Sophie. La police française va enfin pouvoir enquêter sur place. Elle devrait entendre le suspect numéro 1, Ian Bailey, un voisin soupçonné d'avoir commis le crime. Il a pris un bloc de ciment et il lui a écrasé la figure avec ça. Mais d'abord, notre reportage en banlieue parisienne. Un couple dénonce les dealers qui terrorisent la cité. Je commençais à en avoir marre, hein, ça faisait du bruit, tout le monde en avait marre de toute façon. Leur vie devient un cauchemar. Je suis au chômage là, depuis 2 années, quoi. On n'a plus rien. Et c'est la mort ici. C'est la mort à petit feu. Goussainville dans le Val d'Oise, résidence Ampère, une des cités les plus difficiles du nord de Paris. Voiture incendiée, bagarre avec la police, deal, consommation de drogue, c'est le quotidien des habitants. 2 ans plus tôt, une femme a tenté d'y mettre fin. Elle s'appelle Irène Henneton. J'ai aidé la police à faire arrêter un trafic de stupéfiants. Et suite à 2 graves bavures policières, notre vie a été mise en danger. Donc nous avons dû fuir comme des chiens, comme des voleurs, comme si c'était nous les coupables. Irène habitait au cœur de la cité. Il y a 2 ans, elle dénonce les trafiquants du quartier. Mais elle est repérée par les dealers. Elle devra fuir. Quand tu donnes quelqu'un, bah, ça se passe jamais bien. Ça se passe jamais bien. Tu peux pas donner quelqu'un et dormir tranquille. Tu dormiras jamais tranquille. Tout commence en 2006. Irène vit depuis 15 ans dans la cité. Elle l'a vu se dégrader avec le temps. En bas de son immeuble, un groupe de jeunes s'est installé. Ils sont bruyants, surtout la nuit. Il y en avait qui avaient bu et qui s'insultaient de tous les noms. Et en plus, ils mettaient la musique à fond. On ne pouvait plus dormir. Mon mari dormait une demi-heure par nuit. Il y avait une voiture qui s'arrêtait, il leur donnait une barrette de shit, il y avait de l'argent qui venait par derrière, quoi. C'était du deal je vous dis, de 15h30 à 5h du matin. C'était eux les maîtres, c'était les chefs de la rue. Irène et son mari en parlent avec leurs voisins, mais dans la cité, c'est la loi du silence. Je commençais à en avoir marre, hein, ça faisait du bruit, tout le monde en avait marre de toute façon, mais personne ne disait rien. Toutes les nationalités, c'est pareil, ils préféraient se taire. Ne rien entendre, ne rien voir, ne rien dire. Ils savaient, non, ils voulaient surtout rien dire, c'était parce que leur petite voiture, fallait pas l'abîmer surtout. Moi, du moment où tu proposes pas mes gosses, je m'en fous. C'est plutôt chacun sa loi, chacun se démerde. Irène va prendre les choses en main. Elle décide de porter plainte au commissariat pour tapage nocturne.
À force de supporter et de partir au travail les yeux cernés parce qu'on ne pouvait pas dormir la nuit, j'ai décidé de déposer plainte le 18 juillet 2006 pour tapage contre X. Et j'ai proposé à l'époque à la police de les aider en leur fournissant les numéros d'immatriculation, l'identité de certaines personnes que je connaissais de vue. Irène devient informatrice. Pendant tout l'été, elle va noter de sa fenêtre les faits et gestes du groupe de jeunes. Moi, je voyais tout. Je voyais tout de la fenêtre de ma salle de bain. J'ai agi en toute discrétion. Je n'allais pas chanter sur les toits. En plus, je suis très connue à Goussainville. Elle habitait vers là. Vous voyez, ça donnait à cette fenêtre-là. On était assis là. Et puis, on voyait tout par là, quoi. Et nous, on ne la voyait pas. C'est une balance. Quand c'était pas Irène qui notait, c'était moi qui notais sur une feuille de papier. Après, Irène, c'est vrai qu'elle téléphonait après au commissariat pour donner les immatriculations. On a dénoncé, mais on a fait ça intelligemment, puisqu'on faisait ça par téléphone. Un soir, Irène arrive même à repérer la planque des dealers. Et là, j'ai vu où ils planquaient leur cannabis. Elle appelle la police, l'information est capitale. Le soir même, la brigade anticriminalité décide d'intervenir. Le groupe de jeunes est arrêté. On les embarque. Et là, bien entendu, dans la rue, c'est l'effervescence. Moi, j'étais contente, parce que je me disais, ça y est, c'est fini, on est tranquille. 2 heures après, il était 22h30 à peu près, on vient toquer à ma porte, et là se présente devant moi un homme de la BAC. Irène doit rejoindre immédiatement le commissariat pour être entendue. Mais la police fait l'erreur de venir la chercher dans une voiture estampillée police. Quand j'ai vu à la fenêtre que c'était une voiture sérigraphiée, j'ai dit ça y est, là c'est la merde. Ça va être la merde. Je crois même que j'ai même dit à ma fille, j'ai dit ça va être la merde. Ils sont venus la chercher devant nous. Elle est montée, elle est allée au commissariat, et voilà, ça s'est passé comme ça. Irène, elle aussi, a compris. Elle sait qu'elle est identifiée par les jeunes de la cité. Croyez-moi, j'avais la trouille parce que je me suis dit, de toute façon, ma petite fille, quand tu vas rentrer chez toi, tout le monde va être là pour bien regarder et bien t'identifier. De toute façon, le type qui m'auditionnait savait très bien qu'il avait fait une grosse connerie. Il savait très bien, il s'en doutait. Irène rentre chez elle au cœur de la nuit. Et le lendemain, une nouvelle audition va aggraver la situation. On entre dans le hall du commissariat de police et là se trouvent les parents des dealers, les amis des dealers. Et comme tout le monde savait déjà que c'était moi, je me suis cachée dans une pièce tellement j'ai eu peur. Et je vais même vous dire, j'ai presque fait pipi sur moi parce que j'ai eu la trouille de ma vie. Parce que je me disais, si j'étais pas dans un commissariat de police, c'est sûr, ils m'auraient tuée. À partir de ce moment-là, Irène va subir la haine de la cité. Et quand on est sorti du commissariat de police, il y a 2 jeunes un peu plus loin du commissariat qui nous ont interpellés, qui m'ont dit « t'es grillé à mort ». Tout le long de la route, jusqu'à la cité Ampère, il y avait des voitures qui se croisaient. On me faisait ça, on me criait « balance, putain, on va te tuer, t'es grillé à mort ». Tout ce que j'ai pu entendre, vous ne pouvez pas vous imaginer. On a compris que c'était elle qui avait donné, quoi. On a fait quoi? Et le soir, on recevait des pierres. Des pierres ou des bâtons. Parce que je me rappelle, à l'époque, on jetait des bâtons et ça allait planter dedans. Ça sonnait, ça voulait monter, casser la porte. C'est parce qu'elle n'a pas parlé. Pourquoi elle parle? Si elle n'est pas contente, elle déménage. Ça ne la concerne pas, ça, normalement. Je sais pas, moi, les habitants, ça ne les concerne pas, ça. Il se passe quelque chose en bas de la rue, il ne se passe pas dans le bâtiment. À partir du moment où on respecte, on ne s'est pas mis dans le bâtiment. C'est sur le côté. On va dire pour ses enfants, mais ses enfants, ils allaient dans le même collège que nous, c'est la guerre. Je lui avais dit qu'il fallait pas qu'elle nous fasse. Je lui ai dit, mais non, dénonce pas, tu vas te faire avoir. Un jour ou l'autre, ils sauront que c'est toi et puis tu vas te faire avoir. Et ils m'ont fait comprendre par interphone, certains, je ne sais pas qui, qu'ils allaient m'avoir un jour ou l'autre parce qu'ils connaissaient nos horaires, quoi. Aussi bien les miens que ceux de ma femme, quoi. On m'a dit, demain c'est la rentrée, fais gaffe à tes gosses. L'enfer va durer 2 mois. Irène et son mari se mettent en congé maladie. La famille va vivre pratiquement enfermée dans l'appartement. On nous a laissé choir. La police, elle n'a rien fait pour nous. Je pensais que j'allais être protégée. Pour moi, la police, c'est la protection. J'étais loin de m'imaginer que ça se passerait comme ça. Elle avait peur de sortir, ses enfants ne sortaient plus, ils n'allaient plus à l'école. Ouais, elle allait se faire tuer ici. On prenait un couteau, une bombe lacrymogène, et puis mon mari descendait, moi de la fenêtre, je le guettais.
pour descendre les poubelles parce que j'avais peur qu'on attaque mon mari, j'avais peur qu'on lui fasse du mal. Devant cette situation intenable, 2 mois après son audition par la police, Irène jette l'éponge. Elle quitte la cité et trouve une petite maison à louer en province, dans un endroit tenu secret. Si Irène doit changer de vie, c'est d'abord, selon elle, à cause de la police. Ces auditions auraient dû être faites sous le sceau du secret. Elle aurait pu être un témoin anonyme, comme le prévoit une loi en vigueur depuis 2004. Sans travail, la famille est aujourd'hui dans le désarroi le plus total. Je suis au chômage là, depuis 2 années, quoi. Donc je vais souvent à la NPE, je regarde sur Internet, j'écris, mais aucune réponse. On n'a plus de travail, on n'a plus de repères, on n'a plus de vie sociale, on n'a plus rien. On n'a plus rien. Plus rien du tout. J'ai rien à faire ici, ma vie elle n'est pas ici. Ma vie elle est chez moi, à ma maison, et à mon travail, avec mes collègues de travail, avec mes enfants de l'école, avec ma famille. Là, il n'y a rien, il n'y a rien. Et c'est la mort ici. C'est la mort à petit feu. Ah, si je pouvais le tenir, le gars qui est venu me chercher chez moi, croyez-moi, il passerait un sale quart d'heure. Depuis, Irène a attaqué l'État pour fonctionnement insatisfaisant des services de police. Elle a obtenu 110 000 € de dédommagement. Peu de choses pour elle, au regard du préjudice. En 2006, les dealers dénoncés par Irène sont condamnés pour trafic de stupéfiants. Les principaux responsables passent 4 mois en prison. Mais dans la cité, rien n'a changé. Malgré qu'elle a déménagé, il y a toujours le trafic. Depuis, la loi du silence est retombée dans la cité. Irène a cru bien faire en dénonçant les trafiquants. Pour elle, le résultat est dramatique. Tant qu'on ne m'aura pas rendu justice, j'aurai pas d'avenir. Tant que j'aurai pas de travail, j'aurai pas d'avenir. Parce que moi, ma vie, c'était peut-être pas grand-chose, mais moi, j'avais un travail. Je me sentais utile. Jusqu'à présent, je me disais... Je me sentais pas coupable. Mais je me disais... Après tout, t'aurais dû peut-être pas le faire. Mais je voulais pas rentrer dans le moule aussi, moi. Je veux pas rentrer dans ce moule-là. Maude Tellier a 27 ans. Elle vient de passer 1 an derrière les barreaux pour meurtre. Depuis quelques jours, elle est libre. Ça fait du bien de retrouver la liberté. Maude a tué Robert Pichon, 61 ans. C'était son voisin à Moyen-Moutier, dans les Vosges. C'est une histoire de fou. Il a essayé de me violer et je me suis défendue. Mais j'avais une manche de hache et je l'ai tapé avec la manche de hache. Elle s'accuse du meurtre. Le problème, c'est que le cadavre n'a jamais été retrouvé. C'est Olivier Benoît, son compagnon, qui aurait fait disparaître le corps. Olivier vient lui aussi d'être libéré après 1 an de prison. Je ressens la liberté déjà en plein visage. Quand ça fait 1 an que vous êtes en détention et que vous mettez le pied dehors, c'est plus du tout le même monde, c'est plus du tout la même vie. Mais comment le jeune couple en est-il arrivé là? Tout commence en 2001. Maude rencontre Olivier, qui l'entraîne dans l'alcoolisme et la toxicomanie. Je pense que moi je l'ai influencé un peu. Je pense qu'elle aurait quand même pris quelque chose. Elle prenait déjà quelque chose de toute façon, mais je pense oui, quand même, ça l'a influencé. Et souvent, je lui disais de ne pas prendre tout, mais quand vous êtes là-dedans, c'est un enfer en fait. C'est un enfer. Ouais, on n'était pas bien, on était dans la drogue à fond, ça nous rongeait la tête. Il y a 3 ans, le couple s'installe ici à Moyen-Moutier, dans les Vosges. Ils sont marginaux et se lient d'amitié avec un voisin qui vit seul, Robert Pichon. On l'a emmené faire les courses, c'était plutôt pour l'aider. Il faisait des petits travaux chez lui, Olivier, il l'aidait un peu, c'était pour l'aider, il était malade. Ils s'entendent si bien avec lui qu'ils montent ensemble une escroquerie à l'assurance.
Ils organisent un faux cambriolage dans la maison de Robert. En fait, parce que Pichon, au départ, il a des gros problèmes bancaires. Et nous, on le rencontre, Pichon, c'est le voisin. Et nous, comme on n'est pas trop avec notre famille, il fait de problèmes de drogue, on est un peu à l'écart. Et lui, il est alcoolique, il n'a plus trop de famille, parce qu'au départ, on ne sait pas tout ça, je veux dire. Ses filles, ses enfants, se disant qu'il lui a fait la misère. Mais on l'avait pris, moi je l'avais pris en pitié, en fait, le bonhomme-là. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il voulait mettre le feu à sa... Un jour, en discutant, il me dit qu'il veut mettre le feu à sa maison. Et moi je lui dis qu'avec les experts, je sais pas, ça va marcher, quoi. Puis de fil en aiguille, on est arrivé à faire ça, quoi. On a simulé un cambriolage chez lui pour toucher l'assurance de son habitation, quoi. Pourquoi vous avez accepté? Bah pour l'argent, tout simplement. Il nous avait promis la moitié de ce qu'allait toucher l'assurance. Pichon et le jeune couple se partagent les 3 000 € de l'assurance. Mais tout bascule le 26 septembre 2007. Ce matin-là, Maude et Olivier invitent Robert Pichon à les accompagner dans la maison de campagne de la mère d'Olivier pour y couper du bois. À un moment, on en manque, je m'aperçois qu'on n'a pas pris le bus en partant. Et je dis à ma copine, je demande s'ils veulent venir avec moi. Et en fin de compte, je suis parti seul. Il devait commencer sans moi. Pendant ce temps-là, Robert Pichon en aurait profité pour tenter d'agresser Maude sexuellement. Quand je reviens, 3/4 d'heure après que je suis parti, je reviens, je trouve Pichon dans une mare de sang. Puis de là, je vois ma copine complètement effondrée. Je lui demande ce qui s'est passé. Et puis là, ça va vite dans ma tête, quoi. Je me dis que je veux pas qu'elle aille en prison. Alors je décide de faire disparaître le corps, quoi. Olivier prend les affaires en main. Il enroule le cadavre de Robert Pichon dans un couvre-lit, le transporte dans une brouette et décide de le brûler sur un tas de bois, dans le pré, à quelques mètres de la maison. En fin de compte, j'ai fait un bûcher, quoi. J'ai fait un bûcher avec 5 stères de bois et voilà. Olivier ramasse les restes du cadavre, puis le couple fait 25 km en voiture pour se rendre au port d'Épinal. Là, il jette les cendres dans le canal de la Moselle. Puis après, on a fait le ménage partout, quoi. Effacer les traces, tout ce qui avait un lien avec l'histoire-là, quoi. Mais le scénario ne s'arrête pas là. Pour ne pas éveiller les soupçons, pendant 2 mois, les amants font croire que Robert Pichon est toujours en vie. Moi, je suis descendu à Cannes avec la carte bleue de Pichon, son téléphone portable, et Maude était restée dans les Vosges. Et je lui envoyais des SMS et elle me répondait comme si moi je répondais à Pichon, en fait. Comme si lui envoyait des SMS. Et j'ai fait un retrait à la carte, toutes des petites choses comme ça, les factures aussi chez lui qu'on a payées. Pour pas attirer l'attention des gens, en fait. Personne ne s'inquiète de la disparition de Robert Pichon. Pourtant, 2 mois après le crime, le couple se rend à la gendarmerie et se dénonce. Et en fait, pourquoi on se dénonce? Parce que Maude, elle le vit très mal. Plus les jours y passent et plus on s'aperçoit qu'on a fait n'importe quoi. Et puis, Maude, on dormait plus des nuits. Alors, le bon sens m'est revenu et on s'est convaincus tous les deux d'aller se livrer. Il y avait un point en trop. C'était trop de pression. Le couple est incarcéré. Maude et Olivier font une demande de mise en liberté. Elle est acceptée. Ils sont donc libres, mais il leur est interdit de se voir. Ils ont aussi l'obligation d'aller pointer tous les 2 jours à la gendarmerie. Le couple aimerait se marier, mais la justice refuse. Bah oui, c'est le juge en fait qui nous met la pression aussi. Il nous interdit de nous voir, de nous marier, de nous communiquer en quoi que ce soit, ni au téléphone. On n'a pas le droit de se voir. À ce jour, le dossier est toujours en instruction. Le procès doit avoir lieu l'année prochaine. Maude et Olivier risquent la prison à perpétuité.
Qui a assassiné Sophie Toscan du Plantier? C'était en Irlande le 23 décembre 1996. La police irlandaise n'a toujours pas trouvé le coupable. Et elle interdisait à la police française d'enquêter. En Irlande, les victimes, les parents des victimes n'ont pas accès au dossier. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, les Irlandais, malheureusement, n'ont pas voulu collaborer avec la justice française, parce qu'ils ne voulaient pas, conformément à leur système, et c'est malheureux, que les Français aient accès, à travers le juge français, à la procédure. Pour la mère de Sophie, cet échec était insupportable. On a eu confiance à la justice irlandaise, mais quand après 11 ans, il n'y a plus rien qui se passe, bon, on se dit qu'il n'y a pas de raison que ça se passe du jour au lendemain. Mais la loi irlandaise vient de changer, et la police française va enfin pouvoir enquêter sur cet assassinat. La mère de Sophie attendait ça depuis 12 ans. C'est un nouvel espoir, mais c'est quelque chose qui aurait dû être fait tout de suite après la mort de Sophie. Les faits remontent au 23 décembre 1996. Sophie Toscan du Plantier, jeune, belle, est une productrice de cinéma et l'épouse du célèbre Daniel Toscan du Plantier. À l'approche des fêtes, elle part se reposer dans sa maison de campagne en Irlande. Ces images de vidéosurveillance à l'aéroport de Cork sont les dernières de Sophie vivante. 3 jours plus tard, on la retrouve assassinée. Elle a été assassinée, qu'elle a été frappée à plusieurs endroits, qu'elle avait beaucoup de fractures. L'assassin lui a écrasé la figure. Il a pris je crois que c'était un bloc de ciment, et il lui a écrasé la figure avec ça. Qui a tué Sophie? Très vite, la police irlandaise suspecte un voisin. Il s'appelle Ian Bailey. On a eu un coup de téléphone de la police irlandaise en disant écoutez, on a une personne qu'on suspecte, mais on l'a pas arrêtée parce qu'il faut quand même qu'on fasse une instruction et tout ça. Mais on a l'espoir que cette personne soit arrêtée rapidement. Si Bailey est suspectée, c'est grâce au témoignage d'une femme, Marie Farrell. Cette voisine l'a vu rôder près de la maison de Sophie la nuit du crime. Le témoignage le plus important, c'est la personne qui dit l'avoir reconnue, justement, sur une route pas très loin de chez Sophie. Ian Bailey est aussitôt entendu par la police. On l'a arrêté quand même pour une garde à vue, mais en Irlande, la garde à vue, c'est 6 heures, un petit repos, et puis encore 6 heures, on ne va pas au-delà. Alors, permettez-moi de vous dire que n'importe qui, avoir fait un carnage pareil et tout ça, il ne va pas avouer au bout de 6 heures, ni même au bout de 12 heures. Ian Bailey n'avouera rien. L'enquête ne tient en fait que sur le témoignage de Marie Farrell. Mais en 2005, sous la pression du suspect, elle se rétracte. Elle a été menacée pendant 9 ans, parce que tous les jours, enfin tous les jours, oui, presque tous les jours, il passait devant chez elle, il lui faisait signe comme ça qu'il allait la tuer, tout ça. Elle ne vivait pas. Faute de coupable, la justice irlandaise renonce à faire un procès. La famille de Sophie continue pourtant le combat. En février dernier, nous avions rencontré l'oncle de Sophie. Il rédigeait alors une lettre au président de la République pour relancer l'enquête. Nous demandons le rapport d'autopsie, nous demandons à ce qu'on reprenne l'enquête. 11 ans après, on estime que ça suffit. Plus de 11 ans après les faits, la situation évolue enfin. Enfin, la police et la justice irlandaise ont accepté de collaborer avec la justice française. Et ça, c'est un événement majeur. Et en réalité, c'est un feu vert pour que la justice française puisse travailler à loisir dans ce dossier. Aujourd'hui, la famille attend beaucoup de l'audition du témoin principal, Marie Farrell. J'attends qu'elle dise la chose qu'elle a dit au début. Mais je vous dis qu'au bout de tant de temps, je comprends que cette femme est craquée. Marie Farrell dira-t-elle la vérité à la police française? Elle pourrait être entendue en 2009. Un procès pourrait même se tenir en France. La semaine prochaine, journée Téléthon. Fait divers le MAG revient dans 15 jours avec une enquête à Marseille sur le meurtre d'Antoine Cordon. Ils l'ont quand même drogué, pris à coups de batte de baseball, ils l'ont attaché, ils l'ont mis dans un sac poubelle. Cédric, le coupable, a été condamné à 25 ans de prison. Audrey, sa petite amie présente au moment du meurtre, a écopé de 4 ans. Aujourd'hui, elle est libre. Mais moi, je lui en veux à mort, cette fille-là. Ferrara, le jugement. L'ex-ennemi public numéro 1 est jugé pour son évasion de la prison de Fresnes.
À 4 h du matin, boum, Fresnes explose. C'est la guerre autour de Fresnes. Ferrara risque 20 ans de prison.